Et voilà. L'autofocus ne nous embêtera pas et je vais bientôt apparaître sur cet écran. Voilà, me voilà. Coucou les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier. Nous les grognants et les grognantes de ce pays, nous allons cette semaine nous pencher sur un sujet qui est super intéressant parce qu'il nous concerne tous. En fait, c'est hyper concernant, c'est à la fois nos sous et la manière dont on va en profiter. Ou pas, et j'ai nommé roulement de tambour, suspense intense, évidemment, le plan de relance ou le plan de dépense. Haha, that is the question. Nous allons donc regarder ça ensemble, parce que pour vous, et dans un temps absolument record, j'ai mangé, que dis-je, avalé, lu, dévoré quelque chose d'absolument extraordinaire pendant mes longues soirées automnales et de rentrée, et oui, j'ai nommé le dossier du gouvernement de 296 pages dédié au plan de relance. C'est long, 296 pages de détails de plan de relance, mais c'est intéressant. Alors, tout le monde n'ayant évidemment pas le loisir dans la vie d'avoir le temps de lire ces 296 pages de plan de relance, et les journalistes ayant la fâcheuse tendance de se consacrer et de se concentrer uniquement sur les dossiers de presse qui sont des synthèses qu'on leur fait pour qu'ils puissent faire des copier-coller dans leurs articles, eh bien moi je vais vous faire un véritable résumé de ces 296 pages du plan de relance, non pas pour vous dire ce qu'il faut en penser, mais pour vous donner des éléments de réflexion pour savoir ce que vous, évidemment, vous souhaitez en penser. Alors, allons-y. Donc dans ce plan de relance, en réalité, la question c'est quoi? C'est de savoir plusieurs choses. D'abord, est-ce que c'était des dépenses déjà programmées ou des projets déjà programmés? Et donc, est-ce que c'est de la réutilisation, du remploi et du recyclage de mesures précédentes? Vous verrez, il y en a un sacré paquet, c'est effectivement du recyclage de mesures précédentes. Ensuite, c'est de comprendre ce qu'on relance, ce que c'est qu'une relance et puis ce que c'est que la dépense. Et là, vous allez voir qu'en réalité, on est dans une situation qui est assez ambiguë. Et puis enfin, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir en profiter ou pas en profiter, en bénéficier ou pas en bénéficier, est-ce qu'il y a des vraies avancées, des vraies nouveautés pour nous les citoyens. Et là, en fait, on sera globalement extrêmement déçu parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose en supplément d'annoncer ou qui viennent effectivement combler des manques. Cela dit, à l'arrivée, vous verrez que c'est plutôt un plan qui, en soi, n'est pas évidemment horrible et il n'y a pas à descendre dans la rue en disant non, non, non au plan de relance, oui, oui, oui au plan de dépenses. Voilà. Bon. Allez. On y va, venez avec moi. Donc on commence évidemment par le volet écologie. Donc il y a énormément d'écologie dans ce plan de relance. La relance doit être verte, c'est le greenwashing, on repeint tout en vert, on verdit tout, la BCE se verdit même elle-même, elle veut verdir les obligations, tout le monde veut tout verdir. Il y a de quoi en devenir vert d'ailleurs. Et là, ce sont des copier-coller. Vous savez, j'ai pris les photos et donc ça en fait c'est une capture d'écran si vous voulez du dossier et donc il est évidemment tout en vert. Regardez d'ailleurs c'est une couleur verte pour ceux qui sont un peu comme moi daltoniens et c'est plutôt vert ça voilà. Donc la rénovation énergétique des bâtiments. Alors c'est intéressant ça parce qu'en gros on vous dit alors le CITE va être remplacé par ma prime rénov, c'est une super mesure, tout le monde va y avoir droit et vous allez pouvoir rénover votre grenier et le réisoler à moindre coût. Alors déjà pour les greniers et les combles on pouvait les isoler à 1 € et ça a réellement fonctionné. On pouvait également isoler les sous-sols pour 1 €. Ça a réellement fonctionné également bien que le travail soit pas toujours extrêmement bien fait. Et donc ça il y a vraiment des gens qui ont pu beaucoup en profiter et c'est bien. En revanche quand on parle de 2 milliards d'euros sur 2 ans, ça fait 1 milliard par an. On parle de rénover en gros 3 millions et demi de logements qui ont besoin d'être réisolés si on voulait les mettre, enfin modernisés, si on voulait les mettre aux normes actuelles. On parle donc de 285 € par an et par logement. Autant vous dire qu'on est extrêmement loin du compte et ce sont des montants qui sont extrêmement faibles et qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. De surcroît,
ce montant-là et cette idée du CUTE remplacé par la prime rénov, c'était déjà dans les tuyaux, donc on est là également dans la réutilisation, dans le remploi. Voilà, on recycle, hein, c'est clairement du recyclage, on recycle une mesure qui était déjà prévue et on la fait passer dans le paquet plan de relance, coût et financement de cette mesure, 2 milliards d'euros sur 2021 et 2022, autant dire objectivement pas grand-chose. Autre sujet qui lui est un petit peu plus intéressant, c'est la rénovation des bâtiments publics. Et ça, il y en a beaucoup. Un vrai montant parce qu'on parle ici de 4 milliards d'euros. Et donc 4 milliards d'euros pour les bâtiments publics, c'est super. Ce que je n'ai pas très bien compris à la lecture de ce plan de relance, c'est que pour moi, a priori, sur la rénovation des bâtiments publics, on parle bien des bâtiments qui font partie du domaine de l'État. Et moi, quand je vois le nombre d'écoles qui appartiennent aux communes, de collèges qui appartiennent aux départements, de lycées qui appartiennent aux régions, c'est-à-dire au sens large à nos collectivités locales, ces 4 milliards d'euros, pour moi, ils ne concernent absolument pas les dépenses énergétiques qui vont continuer à être effectuées chaque année par nos écoles, nos collèges et nos lycées. Et là-dessus, si on parle de bâtiments publics, on parle de choses qui sont vraiment très prégnantes et très importantes. Donc ça, pour moi, c'est absent et ce n'est pas couvert réellement par le plan de relance. Il y a bien quelques petites subventions données aux régions de ci, de là, mais je ne vois pas de somme majeure et donc je pense que ça ne concerne que ces 4 milliards que les bâtiments publics. On dit bien, et c'est bien dit, 4 milliards seront investis par l'État, dont 300 millions seront délégués aux régions. Donc voilà, 300 millions sur 4 milliards, déjà, c'est pas beaucoup, c'est 10 fois moins. Et ensuite, 300 millions, quand vous voyez le nombre d'écoles, d'établissements, de collèges, de lycées, je vois pas trop. Puis en plus, les régions, ce n'est que les lycées. Je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Donc, à mon sens, c'est bien. On ne peut pas se plaindre de ça, mais c'est objectivement pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Autre sujet qui m'a assez interpellé dans ce plan de relance et dans la partie toujours écologique, et la première partie, hein, c'est les 50-60 premières pages, c'est la densification et le renouvellement urbain avec une aide à la densification. Mise en place d'un dispositif d'aide destiné à favoriser la sobriété foncière et accompagner les communes dans le développement d'équipements publics et autres aménités urbaines en faveur d'une ville plus compacte et désirable. Une ville plus compacte et désirable, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la contradiction dans les termes, à la fois plus compacte, beaucoup plus dense, avec beaucoup plus de monde, avec beaucoup moins d'espace pour chacun, mais beaucoup plus désirable. Je crois qu'il y a un problème que le confinement a très clairement démontré, c'est-à-dire que aujourd'hui, la ville, elle est obsolète. Je vous rappelle que la ville, elle a connu un immense développement avec la révolution industrielle et le fait qu'on a déserté progressivement les campagnes pour aller travailler dans les villes parce qu'il y avait les usines. Et aujourd'hui, les usines, ça fait belle lurette qu'il n'y en a presque plus en ville parce qu'elles ont soit été fermées, soit été délocalisées. Et pour celles qui survivent encore ou qu'on relocalisera, de toute façon, elles sont automatisées. Donc, vous n'avez plus besoin de bras par million et l'intérêt de s'entasser dans des zones très compactes et densifiées et pas forcément désirables, qui sont sales, crades, avec plein de délinquance. Enfin, aujourd'hui, la ville, c'est tout sauf très agréable, et ça l'est de moins en moins, avec d'énormes bouchons, etc. Alors, toutes ne sont pas comme ça, évidemment, mais enfin, la ville devient objectivement de moins en moins désirable, et en plus, elle est obsolète de par ses usages. Encore une fois, la ville, la très grande ville, la ville tentaculaire, est la fille, l'héritière de la révolution industrielle, et quand on n'a plus besoin d'usines, on n'a plus besoin de concentrer les bras à ce point-là dans des petites zones. Les gens veulent de l'espace et du verre, pas du béton densifié, et le foncier déjà construit existe déjà partout sur notre territoire. Ce sont tous nos villages qui ont été désertés, vidés, etc. lors de l'exode rural. Donc du foncier nous en avons, de la place nous en avons. La question est comment nous occupons et comment nous aménageons notre territoire. Soit nous désertons l'ensemble du territoire, on se concentre sur des quelques villes hyper denses, compactes, mais très désirables. Et je ne sais pas comment vous allez rendre très désirable ce genre de contraintes quotidiennes. Ou alors, on réoccupe nos espaces de manière complètement différente et on n'oublie pas non plus qu'en termes environnementaux ou en termes de résilience, parce que la résilience est également un volet qui est abordé dans ce plan de relance, mais ça reste très fantasmagorique. La résilience, vous n'avez rien de moins résilient qu'une ville.
plus votre ville est grande, plus votre ville est importante, plus votre ville a besoin de services support, de soutien, plus elle a besoin d'être alimentée de loin, et donc en réalité, moins elle est résiliente et plus elle est fragile. Donc ville et résilience, grosse ville et résilience, densification et résilience, il y a évidemment là aussi des contradictions dans les termes. Donc la conclusion à mon sens, c'est que la ville est tout sauf écolo, la ville est par définition pas écolo, et elle sera pas plus écolo en se baladant tous en trottinette électrique avec des batteries qui polluent, ou à vélo, et encore, faut-il pouvoir faire du vélo, ne pas avoir de gamins à transporter, etc. etc. Donc, puis sur des distances importantes, faire du vélo dans une ville de 20 000 habitants, c'est évidemment pas la même chose que de faire du vélo dans l'agglomération parisienne. Et quand vous partez du haut du Val d'Oise pour vous rendre dans le 91 travailler, le vélo c'est charmant, mais enfin c'est objectivement pas crédible ni cohérent. Donc voilà, donc tout ça, c'est un vrai sujet. Ils ont comme projet de densifier, et donc ils vont même donner de l'argent aux promoteurs qui construisent encore plus que ce qu'il faudrait construire. Donc là où on rajoute 10 logements de plus, et ben on aura même une prime. Plus l'immeuble sera haut et plus on aura de primes. Donc c'est le retour des grandes tours, et je ne suis pas persuadé que le retour des grandes tours ce soit une excellente idée, en tout cas humainement. C'est peut-être pas ça dont l'être humain a intrinsèquement envie et besoin et qui est désiré. Sécuriser les infrastructures de distribution d'eau potable, d'assainissement et de gestion des eaux pluviales en métropole et les outre-mer. Attendez, alors je reviens juste là-dessus. Là, on parle de quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions d'euros. Enfin, c'est complètement anecdotique en termes de montant, soit dit en passant. Donc, il n'y a pas non plus grande crainte à avoir sur le fait de densifier immédiatement à coups de milliards de dollars et d'euros et de tout bétonner et de remonter encore tout. Ça reste pour le moment assez marginal en montant. Donc là, la gestion des eaux en Outre-mer, pour ceux qui ont suivi les actualités et les informations à la radio-télévision publique et à l'ORTF, vous sachez que il y a de gros problèmes d'eau potable dans nos outre-mer. Et donc, il y a eu notamment beaucoup de reportages parce que ça couine, ça râle, et complètement à juste titre chez nos amis guadeloupéens, qui sont en manque, et chez nos amis martiniquais, il y a des travaux qui sont pas faits, et en gros, ils ont même plus l'eau courante qui arrive à la maison, quoi. Donc on est dans une situation assez surréaliste. Donc on va dépenser des sous, c'est des sous, là aussi on est dans la réutilisation, on est dans le recyclage de mesures, parce que c'est des dépenses qui allaient être évidemment de toute manière dans tous les cas engagées. Bon, et puis on parle de montants, voilà, c'est un chapitre entier dans ce plan de relance, 2,3 millions pour la Guadeloupe, 3,5 millions, c'est pas de logement, c'est 3,5 millions d'euros pour la Guyane. Je me suis trompé là, c'est pas du logement, c'est pour la Guyane, et 660 000 euros pour Mayotte. Voilà, c'est 660 000 euros pour Mayotte, 3,5 millions pour la Guyane, 2,3 millions, enfin voilà, c'est de la dépense courante là. Si même ça on n'était plus capable de le faire, on vit quelque chose d'absolument surréaliste sur nos infrastructures, et donc autant on recycle des choses qui auraient dû être faites, mais objectivement, c'est quand même bien de les faire, parce que si vous voulez avoir un réseau d'adduction d'eau et être capable d'amener de l'eau courante chez les gens en 2020 en France, quand bien même on parle de nos territoires ultramarins, on parle de la Guadeloupe, de nos outre-mer, etc. Enfin, je veux dire, faut arrêter, faut être un petit peu sérieux. Ça serait quand même assez logique que les travaux soient faits, et c'est pas les seuls évidemment. Les infrastructures françaises sont en déliquescence de manière générale en France et en outre-mer. Modernisation des centres de tri, recyclage et valorisation des déchets, toujours dans cette partie écologie. On parle de 84 millions d'euros, pareil, 2 pages entières consacrées à ce sujet. Pour le tri, la modernisation des centres de tri, il y a 450 centres de tri selon l'ADEME. On parle de 186 000 euros de subventions et de travaux par centre de tri. Ça va être une modernisation légère, pas de quoi changer la physionomie du centre de tri. On va se rajouter une benne à ordures, 2 bacs jaunes et 4 poubelles vertes, et ça va à peu près s'arrêter là. Filière animale, modernisation, sécurité sanitaire et bien-être animal, ça m'a fait sourire jaune. Enfin, la logique qu'on peut percevoir, c'est la souveraineté alimentaire passe par la modernisation des filières, blablabla, bien sûr, et donc avec un passage particulier sur les abattoirs, avec l'amélioration des processus d'automatisation et la robotisation et la digitalisation
pour le bien-être animal. Donc vous voyez, l'idée c'est pas d'arrêter de tuer des animaux parce que il faut bien continuer à se nourrir, mais c'est de les tuer proprement. Donc on va automatiser et robotiser les abattoirs, comme ça on n'aura plus à se faire les scandales avec les ligues de défense des animaux qui mettent des caméras et qui montrent un petit peu l'envers du décor. Et effectivement, c'est des métiers qui sont extrêmement difficiles. Et donc ces métiers qui sont difficiles, ils nécessitent de prendre une distanciation vis-à-vis de ce que vous faites. Et donc quand vous prenez une distanciation vis-à-vis de ce que vous faites, il y a une forme de déshumanisation de l'animal, forcément, c'est implicite. Et donc il peut y avoir parfois des excès, et évidemment, c'est pas triste ce que l'on peut voir, et c'est objectivement pas gai, mais c'est ainsi. Et donc là, ce qu'on croit percevoir comme logique, c'est qu'on ne va pas chercher à travailler sur les gens, tant sur les gens, qu'à travailler sur l'automatisation et la robotisation. Donc voilà, on va tuer de manière automatique. Au moins, il n'y aura pas de maltraitance, ça sera de la maltraitance automatisée. Aide à l'achat de véhicules propres dans le cadre du plan automobile. Ça, là, pareil, vous êtes essentiellement sur du recyclage. Hein, quand on vous dit c'est les nouvelles primes, c'est recyclage. Hein, tout ça, ça avait été déjà annoncé. Développer la filière hydrogène en France, recyclage. Hein, ça avait été déjà annoncé. Plan des soutiens au secteur de l'aéronautique et de l'automobile, recyclage. Ça fait plusieurs mois qu'on est évidemment sur ces plans de soutien à l'automobile et à la filière aéronautique. Donc là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien. Soutenons, sauvons, aidons, développons, mais on refait passer dans ce plan de relance des mesures qui étaient déjà actées, déjà votées, déjà mises en place. Baisse des impôts de production, ça en revanche c'est nouveau, notamment c'est pour les PME, TPE, c'est les CVAE, les cotisations foncières, etc., etc. Et donc ça c'est une vraie baisse de la fiscalité pour nos entreprises, avec environ 10 milliards d'euros de baisse de fiscalité pure et la mise en place de prêts participatifs pour prendre le relais des PGE, qui sont les prêts garantis par l'État et qui ont été faits durant la période de confinement. Les banquiers ont, pour le compte de l'État, ouvert les vannes et ils ont fait des prêts garantis par l'État. Accessoirement, ils ont transformé leurs prêts, leurs concours qui n'étaient pas garantis du tout par des prêts qui, eux, étaient garantis par l'État. Donc, les banques ont pu transférer en grande partie, une partie non négligeable du risque qui pesait jusqu'à présent dans leurs livres sur des prêts garantis par le gouvernement, enfin par l'État. Donc du coup, si vous voulez, le risque pour les banques, il n'est plus le même à l'arrivée. Et là, ces PGE, ils vont arriver à échéance, il va falloir commencer à les rembourser. Et donc là, on va mettre en place des prêts participatifs qui vont être des prêts de long terme et qui vont être quasiment des prêts de quasi-fonds propres. C'est-à-dire que ça va venir renforcer les réserves des entreprises et ça sera remboursable sur des durées extrêmement longues. Donc ça, c'est quasiment, alors, pas dire de la subvention parce que ce sera remboursé, mais quand c'est remboursé un crédit sur 15 ou 20 ans, ça va être très très long. Donc c'est vraiment une avance très forte pour les entreprises. En revanche, 10 à 20 milliards, c'est moins que les PGE et tous ceux qui ont des PGE n'auront pas droit à ces prêts participatifs, évidemment, et il va y avoir de la casse entre-temps. Mais l'idée, c'est que ces prêts participatifs viennent vraiment prendre le relais des PGE et c'est quasiment la transformation des PGE en prêts de très long terme. Hein. Donc le PGE qui était un prêt court terme, qu'il va falloir commencer à rembourser très rapidement et sur une durée courte, je crois c'était 4 ou 5 ans, et il va falloir commencer à le rembourser l'année prochaine. Donc on y arrive là, hein. Donc c'est en février, à partir de février prochain, il va falloir commencer à rembourser ces prêts garantis par l'État et les amortir sur une période de 4 ans. Là, vous pouvez passer en prêts participatifs qui, eux, vont avoir une durée de 15 ou 20 ans. Donc, c'est assez intéressant pour les PME, PMI, ETI. Ça peut effectivement permettre à beaucoup de nos PME de passer ce cap très difficile et de tenir. Donc, ça, c'est une vraie nouveauté et c'est une vraie mesure. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est objectivement une vraie nouveauté, une véritable mesure. Et en ce qui me concerne, j'y suis plutôt favorable, et là c'est mon point de vue. Pourquoi j'y suis favorable? Pas parce que c'est bien de donner de l'argent aux entreprises en soi, j'y suis favorable parce que c'est de nature à sauvegarder notre
outil industriel, c'est de nature à sauvegarder notre tissu de PME, PMI, et donc c'est de nature à sauvegarder nos emplois, nos travails. Et ça, je pense que c'est important, ça coûte beaucoup moins cher de sauver les entreprises en les soutenant dans un moment difficile, plutôt que d'indemniser pendant des années des gens au chômage ou des années aux minima sociaux si jamais ils ne retrouvent pas d'emploi parce qu'ils sont dans un bassin géographique qui est complètement sinistré. Et ça, je pense que c'est objectivement, pour notre collectivité, pour notre pays, pour notre population, une bonne mesure. Voilà, c'était mon opinion et j'ai essayé de vous l'étayer, de vous démontrer pourquoi je pensais ça. On parle ici de 20 à 30 milliards d'euros, donc c'est quand même une très grosse partie de ce plan de relance. Ça représente 20 à 30% du plan de relance qui annoncé est de 100 milliards d'euros. Donc vous voyez là, on est sur la composante essentielle en réalité de ce plan de relance. Et si vous rajoutez après les 4 milliards et demi, enfin les 4 milliards pour la rénovation des bâtiments publics, plus les 2 milliards d'euros, bon, on atteint quasiment les 40, et puis après on va rajouter les 6 pour l'indemnisation du chômage partiel, et voilà, et vous êtes sur, avec 3-4 mesures, sur 50% du montant du plan de relance, donc c'est pour ça que j'en parle un tout petit peu plus longuement, c'est ce qu'il y a de significatif. Justement, à propos de significatif, passons à quelque chose qui, par opposition, ne l'est pas, et c'est la relocalisation. Donc ça, c'est un thème qui est extrêmement important dans l'esprit des gens. On est confronté à une pandémie, on se rend compte à l'occasion de cette pandémie qu'on n'est pas capable de produire nos masques, qu'on n'est pas capable de produire les gants en latex pour nos médecins, qu'on n'est pas capable de produire nos blouses, qu'on n'est pas capable de produire nos vaccins, qu'on n'est pas capable de produire nos médicaments et que on ne fabrique plus les principes actifs dans notre pays. Et donc en fait, on est dépendant de chaînes logistiques, on est dépendant de pays partenaires qui sont fort aimables, tel n'est pas le sujet, mais enfin, si la Chine ou l'Inde ne nous livre plus, et c'est surtout l'Inde, ne nous livre plus en principe actif, eh bien, nous sommes comme des bêtas de retour au Moyen-Âge, sans capacité à avoir des médicaments aussi simples que certains antibiotiques, que des médicaments extrêmement importants que sont tous les anticancéreux, les traitements pour le diabète, les affections de longue durée, etc. Donc, qui sont des traitements qui font la différence entre, évidemment, la vie du patient et sa mort. Donc, c'est pas un petit sujet quand même. Et donc, l'idée là, c'est de relocaliser, sécuriser nos approvisionnements stratégiques. Bon, moi, je suis évidemment 100% pour. Je considère que c'est important de prendre soin de nous. Et pour prendre soin de nous, eh bien, il faut que nous collectivement, tous les habitants de France, dans toutes nos composantes, eh bien, nous soyons évidemment autonomes et que nous soyons, alors on n'est jamais totalement autonome, évidemment, on ne vit pas dans un monde enfermé, dans une bulle, on a plein de liens d'échange avec tous les pays qui nous entourent, mais en tout cas, on doit être capable de subvenir à nos besoins, aux besoins de la famille France au sens large, tout comme chaque papa-maman de ce pays a envie de pouvoir subvenir évidemment dignement aux propres besoins de sa famille, et au niveau collectif, on doit être capable de subvenir aux besoins fondamentaux et aux besoins les plus critiques de notre famille. Donc on doit être capable de s'alimenter, on doit être capable de se soigner, on doit être évidemment capable de se chauffer. Et là on est sur les 3 besoins les plus primaires, qui est donner le couvert, donner le gîte avec du chauffage et de l'énergie, c'est ça que ça veut dire, de se chauffer, voilà. Et puis évidemment de se soigner quand on est malade et d'avoir des médicaments. Et là on est sur des secteurs qui sont éminemment stratégiques pour notre collectivité nationale. Et donc, on se dit, c'est super, il y a une vraie volonté de relocaliser, d'aider, etc. Et donc, pour rappel, et je vous mets ces deux chiffres en perspective, le PIB de la France en 2019, en 2020 il va baisser, donc évidemment il ne sera pas de ce montant-là, mais en 2019 on était à 2425 milliards d'euros, 2425 milliards d'euros, ça c'est le PIB de la France. Et là les aides pour relocaliser c'est 600 millions d'euros, d'accord? Il est prévu une enveloppe de 600 millions d'euros d'ici 2022, dont 100 millions d'euros dès 2020. Alors 100 millions d'euros dès 2020
pour relocaliser par rapport à un PIB de 2425 milliards, autant dire qu'on est dans de la poudre de perlimpinpin et que là on fait de la communication, on amuse la galerie, mais quand on parle de 600 millions d'euros sur 2 ans pour relocaliser, sécuriser nos approvisionnements stratégiques, c'est de la foutaise. C'est-à-dire que là, c'est un artifice de communication, on communique, je ne sais même pas qui va percevoir ces 600 millions d'euros, à la limite on s'en contrefiche, enfin non, on s'en contrefiche pas, c'est de l'argent public, mais enfin, ça ne changera strictement rien au chimilibilique. On continuera évidemment 600 millions d'euros plus tard à être complètement dépendant de toutes les chaînes logistiques. Autant dire que là, il n'y a strictement aucune vision, il n'y a aucun état stratège à la manœuvre pour permettre de sécuriser nos approvisionnements stratégiques et de faire des relocalisations. Quand on a cette ambition, qu'on affiche cette ambition et qu'on met en face 600 millions d'euros de moyens, autant dire qu'on peut aller se coucher, ça ne sert strictement à rien. C'était important de le noter. Oui, cette mesure, c'est l'APDC. Qu'est-ce que c'est que l'APDC? C'est l'activité partielle de longue durée. En d'autres termes, c'est le chômage partiel de longue durée. Activité partielle de longue durée, rentrée en vigueur le 1er juillet 2020, elle est recyclée pour 6,6 milliards d'euros dans ce plan de relance. Et bien le plan, et d'ailleurs, une question que je me posais, et que je vous pose, et voilà, c'est l'occasion de partager la réflexion, c'est le chômage partiel. Quand on indemnise le chômage partiel, c'est de la dépense ou c'est de la relance? Moi, à mon sens, on est purement dans du soutien et on est purement dans de la dépense. Quand je dis ça, je critique pas, je pense que c'est très bien de faire du chômage partiel. Et je préfère voir mes sous, et même ceux qu'on n'a pas, et notre endettement, partir dans le fait d'aider les gens à rester dans leur entreprise et que l'État prenne en charge globalement, c'est 50-50. Donc l'État finance la moitié et l'employeur finance l'autre moitié. Donc en gros, on réduit de moitié, un peu plus de moitié le coût pour un employeur pour lui permettre de mettre ses salariés au chômage partiel de longue durée et lui permettre de passer un cap très difficile, mais en gardant ses collaborateurs et en ne les mettant pas au chômage tout court. Est-ce que c'est une bonne idée? Objectivement, oui. Est-ce que c'est coûteux? Objectivement, oui. Est-ce qu'il faut le faire? Objectivement, oui. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on préfère? Payer des gens directement au chômage ou les payer un tout petit peu moins pour qu'ils restent dans l'entreprise en espérant qu'un jour ça puisse repartir et que ils retrouvent leur boulot et puis qu'ils puissent retourner travailler tous les jours. Donc moi je préfère évidemment cette solution. Économiquement c'est plus efficace. Humainement, je pense que c'est évidemment plus pertinent que de soutenir nos concitoyens dans des secteurs, je pense notamment évidemment à la filière aéronautique ou automobile qui vit une transition et pour qui c'est très compliqué. Et donc il faut leur permettre à tous d'avoir du temps et de se laisser du temps pour pouvoir justement réaliser leur transition, leurs évolutions. Et donc le chômage partiel peut aider. Bon, il n'y a pas de raison de s'en priver. Néanmoins, là encore, on est dans une mesure de recyclage, on n'est pas dans une nouvelle mesure qui serait propre au plan de relance. Alors, que retenir? Comme je vous disais un petit peu en introduction, il n'y a rien d'horrible dans ce plan. Moi, en tant que citoyen, en tant qu'économiste de grenier, je l'ai lu, je l'ai parcouru. Bon, il y a du cucugnantisme, il y a du politiquement correct, on va retrouver quelques âneries d'usage et de rigueur qui amusent la galerie. Je vous ai pas parlé des mobilités, mais bon, sur les mobilités, sur les trottinettes, sur les pistes cyclables, et toutes ces âneries d'usage, il y en a pléthore, c'est ok. Mais il y a objectivement rien d'horrible. Voilà, on peut être pour, on peut être contre, mais moi, je n'y ai pas détecté d'éléments qui m'ont profondément choqué en tant que citoyen. Beaucoup, en revanche, pour ne pas dire quasiment toutes les mesures, sont du recyclage. Hormis cette mesure sur la fiscalité avec l'allègement de la fiscalité pour les PME et cette mesure avec la mise en place de prêts participatifs. Là, on parle, je vous dis encore une fois, de 30 milliards d'euros et on est sur 30% au moins du montant total de ce plan de relance. Là, on est dans des mesures nouvelles qui n'avaient pas été annoncées et je pense qu'elles ne sont pas mauvaises. Le reste, c'est essentiellement du recyclage de dépenses qui étaient déjà programmées, qui avaient déjà été annoncées. C'est évidemment plus de la dépense que de la relance. Mais bon, voilà, alors après,
on peut habiller notre dépense en relance, on peut passer des heures à ergoter sur qu'est-ce que de la dépense, qu'est-ce que de la relance. C'est assez simple. À mon sens, un vrai projet de relance, il vise à accroître votre PIB futur. Et donc, un vrai projet de relance, il se concentrerait sur des investissements qui permettraient de la création de richesse plus tard. Quand je refais le réseau d'eau de nos amis guadeloupéens, je suis pour qu'on fasse le réseau d'eau de nos amis guadeloupéens parce que c'est un scandale qu'il n'y ait pas d'eau courante dans certains quartiers de Guadeloupe. C'est même pas un sujet, c'est un scandale que ça ne soit pas aujourd'hui le cas d'être alimenté en eau partout. En revanche, vous comprenez bien qu'être alimenté en eau, c'est pas pour moi, c'est absolument pas un investissement productif de demain. C'est de la dépense de maintenance qui n'a jamais été faite, avec des réseaux qui sont tombés en désuétude et donc qui ne fonctionnent plus parce que ça pisse de partout. Et donc en gros, il faut faire passer le plombier pour remettre les tuyaux tels qu'ils auraient toujours dû être. Bon. Donc là, on est évidemment dans de la dépense. Quand on refait certaines routes, on est dans de la dépense. Quand on refait un certain nombre d'isolation, ce genre de choses, on est dans de la dépense. Vous allez me dire, ça va nous faire économiser de l'énergie, etc. Non, d'accord, mais c'est de l'entretien en fait, c'est de la maintenance. C'est normal de faire évoluer votre bien immobilier pour le moderniser progressivement, etc. Et quand vous regardez beaucoup des bâtiments publics, ils sont dans un état pitoyable. Demandez aux policiers et aux gendarmes qui sont dans des locaux publics que sont gendarmerie ou encore pire les commissariats, dans des états absolument épouvantables. Donc pareil, allez voir certaines administrations des impôts, les locaux sont dans des états épouvantables. Donc on a des défauts d'entretien, donc là on n'est pas dans de l'investissement pour de la croissance future sur des marchés ultra innovants et sur la croissance de demain. On est sur la dépense d'hier ou d'avant-hier, donc là-dedans on est évidemment beaucoup plus dans de la dépense que dans de la relance. Ce qui est frappant également, c'est ce manque de vision et d'idées qui est criant dans ce plan. Il est globalement sans intérêt. C'est-à-dire que on baisse de la fiscalité, on file des prêts à des entreprises pour les sauver. Ok, super, très bien. Il faut le faire. Mais encore une fois, il n'y a aucune vision pour la croissance de demain. C'est assez dommage. Donc oui, je disais, véritable baisse de la fiscalité pour les PME et une aide à l'embauche réelle pour les apprentis et des efforts sociaux sans précédent. Et ça, tout de même, il faut le noter parce que la présidence actuelle ne nous avait pas forcément habitués à on va dire, un véritable, on va rester pondéré et soft, on va dire que nous assistons à un véritable virage social de la part de l'hôte actuel du Palais de l'Élysée. Et donc notamment, sachez qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous recrutez un apprenti qui vous coûte à peu près 800-900 euros par mois, l'État prend à peu près 750-800 euros par mois en charge pour que vous puissiez recruter en tant que PME un apprenti. Donc je ne vais pas dire les apprentis sont quasiment offerts cette année, mais un apprenti va coûter 100 à 200 euros à un employeur. Donc l'État a fait baisser considérablement le coût du recrutement d'un apprenti et ça c'est une très bonne chose parce que apprendre l'apprentissage, c'est une excellente manière d'aller vers l'emploi. Et donc tout ce qui peut favoriser l'apprentissage, qui est le travail de nos jeunes dans des entreprises, je trouve que c'est très intelligent et que baisser le coût de l'apprentissage, on sait tous qu'un jeune qui démarre, il ne sait pas forcément faire grand-chose, quand bien même il est plein de bonne volonté, on a tous été jeunes, donc on est tous commencé à travailler un jour et le premier jour où on arrive où on va travailler, on ne sait pas forcément évidemment tout faire et donc il va falloir plusieurs mois et puis plusieurs années pour réaliser certaines tâches très complexes d'expérience et de travail. Voilà. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et donc faire baisser le coût de l'apprentissage, c'est une bonne idée et c'est une vraie mesure sociale. Et c'est important de le noter parce que encore une fois, on n'avait vraiment pas été habitué à ça. Donc rien de choquant. Je peux le résumer comme ça, il n'y a rien de choquant dans ce plan de relance, il y a même de bonnes choses, mais il n'y a rien d'enthousiasmant non plus. Et l'enthousiasmant c'eût été quoi? Eh bien, c'eût été une grande vision de notre avenir collectif, de nos relais de croissance, de notre croissance de demain et du monde d'après.
Et évidemment, dans ce plan de relance, il n'y a rien de tout ça. On va faire du greenwashing, c'est-à-dire on repeint tout en vert, on met un tampon écologie un peu partout. Le plan de relance, on le fait, on écrit en vert pour faire que ce soit écolo. On fait plein de pistes cyclables et on subventionne les vélos et la trottinette. Ok, c'est bien, mais encore une fois, on peut pas être contre et dire ouais, moi je veux polluer la planète. Bon, mais on n'a pas de grande vision de l'avenir de notre nation, on n'a pas de grande stratégie qu'on pourrait partager collectivement, et c'est ça qui serait enthousiasmant, c'est quelle est la grande direction que notre nation pourrait prendre collectivement pour son bien-être futur et celui de nos enfants. Et c'est ça la réflexion que devraient mener nos dirigeants politiques, et c'est celle-là qu'ils devraient partager avec nous. Et ça serait évidemment beaucoup plus enthousiasmant que de se sentir enfermé dans cette crise et dans ce marasme économique et politique actuel. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce plan de relance, qui reste quand même très intéressant à étudier. N'hésitez pas à me mettre un doigt, qu'on appelle un pouce de schtroumpf parce qu'il est bleu, à vous abonner à la chaîne Le Grenier de l'Écho, à activer les petites cloches, là, la notification pour évidemment être prévenu quand le JT du dimanche arrive en ligne, et à vous abonner gratuitement à ma lettre d'information quotidienne que vous trouverez sur le site insolentiae.com. N'hésitez pas non plus à commenter autant que vous voulez en dessous, et puis à partager cette vidéo si elle vous a plu. Les amis, je vous souhaite une excellente semaine, soyez prudents, prenez bien soin de vous, et on se retrouve dimanche prochain. Un immense merci à vous pour votre intérêt et pour vos gentils commentaires et le fait que vous suivez ces épisodes du dimanche. Merci à vous, merci, au revoir.